Hello à tous! Ça fait très longtemps que vous ne m'avez pas vu, tout réseau confondu. Me revoici avec une vidéo qui va revenir sur toutes les lectures que j'ai pu découvrir en mon absence. Bien sûr, je n'ai pas été plus régulière dans la lecture, on va donc parler d'une quinzaine de livres. Le premier livre n'est autre qu'un coup de cœur et c'est Peau d'âme, écrit par Aude Ziegelmeyer. C'est le livre 1, Les Lilas du Roi, et c'est publié chez Gulf Stream Editor. Pour vous parler rapidement de Peau d'âme, je ne sais pas si certains ou certaines d'entre vous ont déjà vu le film Peau d'âne avec Catherine Deneuve qui est sorti en 70, si je ne dis pas de bêtises, mais peut-être que je me trompe, je vous mettrai la date à l'écran. C'est un conte qui a bercé mon enfance, un film que j'ai vu à de nombreuses reprises, et même si l'histoire peut sembler assez sombre pour des enfants, eh bien j'adorais ce conte, et le fait est que Peau d'âme en est une réécriture. Mon but, c'est que vous puissiez découvrir l'histoire. Je vais donc essayer de vous la présenter sans trop vous en dire non plus, parce que ça vaut vraiment le coup. Dans l'histoire de Peau d'âme, nous suivons la princesse Blanche qui est la seule et unique héritière de son père, le roi. Sa mère n'est plus, elle était censée donner un prince héritier à son père, mais elle est décédée en couche. Ce qui fait que jusqu'ici, toute sa vie, Blanche a tout fait pour prouver à son père qu'elle était digne de lui succéder. Sauf que le choc arrive lorsqu'il lui annonce qu'il pourrait éventuellement envisager de le marier au fils de sa plus grande rivale, et que lui-même, à l'issue d'un bal où il a pour objectif de rencontrer un maximum de jeunes femmes, va annoncer se remarier. Sauf qu'il se pourrait bien que son père dissimule d'effroyables secrets, et cette dernière est prête à tous les sacrifices. Donc pour ceux qui ont vu le conte, vous savez plus ou moins de quoi il est question. On va avoir une histoire qui est similaire tout en étant différente parce qu'on est beaucoup plus dans la psyché de la princesse. Et ce que j'ai adoré, c'est justement lorsqu'on arrive au point culminant, à ce qui nous répugne quand on connaît le conte originel, à cette révélation, eh bien l'histoire qui en découle est juste super bien écrite. J'ai adoré. L'univers est légèrement sombre. Je trouve que l'âne, qui est vraiment l'essence même de l'histoire à la base, c'est parfaitement trouvé sa place ici. Il revêt, et c'est le cas de le dire, une place hyper importante pour porter un message de féminisme, de dépassement de soi, d'apprentissage. Il y a des sujets qui sont durs, faites attention au trigger warning. Même au niveau de l'esthétisme, en tout cas au départ, au début de l'histoire, on retrouve ce côté bling bling qu'il y a dans le film. Les descriptions, c'est hyper immersif, c'était vraiment génial, donc ça va au-delà du 5 sur 5 pour moi. J'ai déjà le 2, je vous le présenterai dans un book haul, très sûrement. J'ai peur parce que j'ai une copine qui l'a lu et qui a moins aimé que le 1, et je l'ai tellement trouvé parfait que je sais pas à quoi m'attendre. Je vous montre même l'objet livre, est juste sublime. Vous avez des... comment on appelle ça? Des illustrations, j'ai perdu l'habitude. Regardez comme c'est beau. C'est super beau. Je vous laisserai découvrir celles qui sont plutôt pleine page et j'ai pas envie de vous spoiler, donc voilà. Le prochain, j'avais pour ambition de vous le présenter dans une vidéo, les livres hypés du BookTok, sauf que j'ai pas fait de contenu. J'ai légèrement peiné à le lire jusqu'au bout. Powerless, écrit par Lauren Roberts et publié chez Olympe. J'ai été mitigée avec cette lecture. De toute façon, j'ai l'impression qu'il ne fait pas dans la demi-mesure. Soit les gens l'adorent, soit ils sont très déçus. Powerless, on a deux points de vue. On a celui de Payline et on a celui de Kai, si je dis pas de bêtises, mais ça se trouve, je dis des grosses bêtises. Je vais vous dire comment il s'appelle. Oui, c'est ça. Alors, si vous l'avez vu passer sur les réseaux, il est très souvent comparé à Hunger Games, dont j'ai vu les films, et à Red Queen, dont j'ai lu la saga. Pour le coup, je vais pouvoir vous donner mon avis sur ce point-là. Pour moi, l'inspiration est beaucoup trop forte. Je vous avoue que je sais pas du tout si j'ai envie de lire la suite. D'ailleurs, si jamais, dites-moi. Si vous avez continué et que vous me le recommandez, peut-être que je tenterai. Mais là, en l'instant, avec tout ce que j'ai encore à lire, c'est pas du tout une priorité, j'ai même pas acheté la suite, d'ailleurs. Comme je vous le disais, nous avons deux points de vue. Paydin, d'un côté, Kai de l'autre. Kai est le chasseur, Paydin est la proie, et pourtant, même si tout les oppose, leur destin va finir par se croiser. Puisqu'en effet, dans le royaume d'Ilia, pour survivre, il faut être pourvu de pouvoir. Sauf que ce n'est pas le cas de Paydin. Paydin est une ordinaire et les ordinaires sont pourchassés et tués. Pour survivre, elle se fait donc passer pour une médium en étant une voleuse des bas-fonds. Puisque en effet, il paraîtrait que l'existence même des ordinaires nuit à celle de l'élite.
Et l'élite, ça va être ceux qui sont justement dotés de pouvoir, sauf qu'il y a plusieurs catégories de pouvoir, puisque en effet, selon la puissance de ces derniers, on va avoir une certaine importance dans cette société. Un jour, Paydin sauve l'un des princes d'Ilia et se retrouve à devoir participer aux épreuves, puisqu'en effet, il existe les épreuves de la purge. Ici, le but, c'est de mettre en valeur les pouvoirs des élites, sauf qu'il me semble qu'à chaque édition, il y a au moins un participant, si ce n'est plus, mais il me semble que c'est un, originaire des bas-fonds, qui est invité à concourir, puisque à la fin, il y a une récompense, et ça implique les petits gens. Voilà, c'est un peu ça le but. Et pourquoi Kai revêtrait le rôle de chasseur dans cette histoire? Eh bien parce que c'est le futur exécuteur. L'exécuteur, il a pour mission de remplir les tâches qui sont confiées par le roi, et donc beaucoup d'assassinats, notamment par rapport à des ordinaires. Ce qui fait que ces deux-là vont être amenés à concourir à ces mêmes épreuves. Et donc comment va-t-elle survivre alors que de base ses pouvoirs sont bien inférieurs à ceux des autres participants, et de plus, elle en a pas dans tous les cas. Donc le pitch, why not? Why not? Sauf que en vrai, c'est vraiment un mélange des deux histoires. Et quand je vous dis que l'inspiration est très très forte, c'est que j'avais l'impression de redécouvrir Hunger Games, mais avec un concept centré sur des pouvoirs, ce qui n'est pas une mauvaise idée, mais c'était trop ressemblant, l'histoire des épreuves, les alliances qu'elle va potentiellement former. Les personnages, j'ai trouvé que c'était des mixtes entre, au niveau des caractères, entre ceux qu'on retrouve dans Red Queen, puisque Kai a un frère. Bref, la situation fait grandement penser à celle qu'on peut y retrouver dans Red Queen. J'ai eu du mal. La fin était intrigante, alors qu'il n'est pas assez pour me donner envie de me jeter sur la suite. Donc c'est pour ça que je vous encourage à me dire ce que vous en avez pensé si jamais vous l'avez lu. Mais ce que je peux vous donner comme autre aspect, c'est que oui, je trouve que c'est original le fait d'avoir classé les gens par pouvoir, mais pour moi, étant donné que celui-ci est centré sur la purge, je trouve qu'on ne voit pas assez à l'œuvre la société. Je sais qu'il s'est centré sur les épreuves, donc le but c'est de voir la compétition, mais j'aurais vraiment aimé m'accrocher à cette histoire en étant plus centré sur le côté politique de la vie quotidienne des habitants du royaume d'Ilia. Voilà, je sais pas si c'est clair ce que je veux dire. J'ai pas trop envie de vous en dire non plus pour que vous puissiez vous faire votre propre avis. En tout cas, ça se lit facilement, mais ne vous attendez pas à ce que ce soit complètement de l'inédit. Je trouve que même au niveau du côté romance, c'est beaucoup trop évident à mon goût. Beaucoup trop rapide, beaucoup trop facile. Un petit peu mitigé. Cette lecture, je pense que je lui mettrais plutôt un 3. J'espère que j'oublie aucun point. Je vous avoue que c'est un peu difficile d'avoir les idées claires au vu du temps que j'ai mis à lire tout ça, mais voilà. Ensuite, je vais vous présenter un cadeau que j'ai eu de la part de mon copain. The Irresistible Urge to Fall for My Enemy, écrit par Brigitte Kleinley et publié chez les éditions Calix. Alors, ici, d'après ce que j'ai compris, c'est une réécriture du duo Dramion d'Harry Potter. Je fais partie des ovnis qui n'ont ni lu ni vu les Harry Potter à mon grand âge, donc c'est absolument pas ce qui m'a attiré vers cette lecture. Ce qui m'a attiré, c'est un peu le côté, si vous avez lu Assistant to the Villain, qui est l'une des lectures, je vous spoil, qui va être présentée prochainement, je trouve que c'est un peu le même genre de cozy fantasy avec un côté déluré, un petit peu gore parfois, mais bien dosé avec l'humour. L'humour est un peu graveleux. Donc, si les blagues un petit peu pipi caca ne vous font pas rire, vous n'allez pas rigoler. Mais personnellement, j'ai beaucoup accroché. J'ai hâte qu'on ait le 2, vraiment. Puisque c'est une histoire qui prend son temps et que j'ai envie de connaître la suite. On y suit encore une fois deux personnages, on a les deux points de vue. Attention, c'est anglais. Mon accent il va être pourri, je suis sûre que c'est pas comme ça qu'on prononce les noms. D'un côté, nous suivons Ferirm, notre protagoniste féminine, et d'un autre côté, nous suivons Osric, notre antagoniste masculin. Ferirm, elle est un peu coincée, je dirais, elle est très droite, passionnée par son métier, elle a la volonté de sauver les autres, d'aider les autres, elle est dans le soin. Osric, lui, c'est tout l'inverse, puisque c'est une sorte de mercenaire, et ils appartiennent pas du tout à la même... c'est pas vraiment une guilde, je dirais que ce sont des maisons, si je dis pas de bêtises, mais par nature, ils sont ennemis. Sauf que Osric est mourant, ce qui signifie dans l'ordre auquel il appartient, puisque c'est des ordres en fait, c'est pas des maisons, mais bref, au final c'est pareil, la mort. Il est donc prêt à tout afin de trouver un remède, et pour ça, quoi de mieux que Oriane Ferirm, qui est une guérisseuse dont son mal est la spécialité.
On va donc suivre nos deux personnages qui vont être amenés, je dirais même contraints à collaborer afin de pouvoir soigner le mal d'Osric. Et comme il est dit sur la 4e de couverture, que voulez-vous, c'est la haine au premier regard. J'ai adoré leur rencontre. J'ai tellement ri et j'ai accroché directement à cette lecture. Alors, je dirais que le petit bémol, c'est qu'étant donné qu'Orienne est scientifique, euh, tous les passages où elle rentre dans les explications, les descriptions, franchement, je comprenais la moitié. Je décrochais un petit peu quand c'était ça, mais sinon, à côté de ça, j'ai adoré le personnage d'Osric. Je l'ai trouvé très très drôle, parce que bon, il est un petit peu moins intellectuel, mais j'ai adoré leur jeu de verbal. J'ai adoré le fait qu'ils soient en compétition sur leur beauté respective. J'ai vraiment beaucoup aimé ce duo, je m'y suis beaucoup attachée. Vous verrez qu'en parallèle, il y a une enquête qui s'invite à notre lecture. C'est pour ça que je voyais un petit peu le lien, même dans le contexte, avec Assistant to the Villain. Et c'est une enquête que j'ai beaucoup aimé suivre. Je dirais que pour cette lecture, c'est un 4. C'est un 4 à cause du fait que ça n'a pas toujours été évident pour moi d'être constante dans cette lecture à cause des passages... des passages scientifiques. Mais sinon, hormis ça, franchement, j'ai adoré. Je fais partie de ceux qui ont beaucoup aimé. En plus, je le trouve très très beau. Je vous montre. Et Oriane, je ne me rappelle plus de quelle origine elle est. Je crois qu'elle est marocaine et anglaise. Un truc comme ça. Si je dis pas de bêtises. Mais bref, j'ai beaucoup aimé le fait qu'on ait un personnage principal qui soit un personnage issu de la diversité. Donc foncez encore plus. On poursuit avec la prochaine lecture qui a également été un énorme coup de cœur. Songlight. Songlight, écrit par Moira Buffini et publié chez La Martinière. Je ne sais plus quel est le nom de la série, en tout cas c'est le tome 1, la trilogie des torches. Énorme, absolu coup de cœur. J'ai pas précisé au début de la vidéo, mais je vous invite à vous renseigner sur les différents trigger warnings possibles par rapport à toutes les lectures, parce que c'est vrai que entre les langages crus, les scènes qui peuvent être explicites, que ce soit en termes de violence ou en termes de S, voilà. Ici, nous sommes dans le futur de notre monde actuel, une forme de télépathie a vu le jour, le champ de lumière, et ceux qui en sont dotés sont vus comme des déviants. Puisqu'en effet, à Brightland, ce 6e sens est synonyme de sentence à mort. Sauf qu'il existerait, pour ceux qui le maîtrisent, les torches, au-delà des frontières, un endroit où il est possible pour eux d'exister. Et dans cette lecture, nous avons de multiples points de vue, du côté des personnes qui sont persécutées, comme des persécuteurs. Et j'ai trouvé que c'était hyper intéressant, puisque même les personnages qu'on est censé détester, on arrive à comprendre leurs motivations sans forcément les accepter ni même les excuser, et c'est ce que j'ai trouvé vraiment passionnant. En dehors du fait que j'ai adoré l'écriture, que j'ai trouvé que ça se lisait tout seul, que les personnages étaient hyper attachants. On est sur une société qui est très patriarcale, qui sous certains aspects m'a même fait penser à la Servante écarlate, puisque dans cette histoire, les femmes sont vraiment reléguées au rang d'objets. Elles ont une vie assez insipide, elles sont là pour devenir les femmes de ceux qui partent au combat, et le combat forcément il s'effectue contre les torches. Même si la dystopie c'est toujours un genre qui est assez stressant pour moi, c'est pas forcément ce vers quoi je me tourne le plus dans les lectures de SFFF. Ici j'ai adoré, j'ai trouvé que c'était un univers post-apocalyptique hyper intéressant. Le retour en arrière, l'instauration d'idées fascistes, c'est quelque chose qui est hyper révoltant dans ce récit. Il y a différents événements et même des sujets qui sont même de l'ordre de notre société actuelle qui ont été hyper intéressants, hyper poignants. Il est question de famille, d'amitié, d'amour. Il y a une question de politique. Et même là, on a un point de vue de tout ce qui est machination, propagande. On y retrouve le côté de ceux qui chassent, ceux qui doivent cacher leur nature et qui sont chassés, des injustices, mais il y a aussi de l'espoir quelque part. Mais vraiment, j'ai trouvé que c'était une lecture passionnante. Je ne veux pas vous en dire plus pour que vous ayez la chance de totalement le découvrir comme moi. Ensuite, j'ai envie d'enchaîner avec une lecture qui aurait aussi pu faire objet de la fameuse vidéo des livres populaires du BookTok, puisque quand il est sorti, on l'a vu de partout. La Voix de la Vengeance, écrit par Sacha Morage et publié chez les éditions Plume Blanche. Alors, il y a un marque-page, mais je l'ai terminé, hein. C'est juste que je l'ai laissé là. Je vais le vendre parce que je fais partie des gens qui n'ont pas du tout apprécié cette lecture. Au début de notre histoire, Vaël vit avec son grand frère. Ils ont quitté la campagne, je sais plus si c'est nommé comme une campagne, mais en tout cas la petite ville, le petit village
où ils ont grandi pour essayer de se donner une chance dans une plus grande ville. Elle souhaite faire des études et son frère travaille de son côté. Sauf que la vie est très compliquée, surtout quand on n'est pas originaire de la ville en question. Et tout bascule au moment où son frère est égorgé sous ses yeux. Puisque en effet, son frère est doté de la voix. La voix, c'est la forme de magie qu'on retrouve dans cet univers. Et tous ceux qui l'utilisent, sans être contrôlés par le bureau, sont accusés d'utilisation illégale de l'usage de la voix. Vaël est déterminée, elle va venger la mort de son frère. Peu importe les conséquences, elle est prête à tout. Elle devient même obsédée par le contrôleur qui a été en charge de la mort de son frère, Yervin. Ce qui m'avait très hypé à l'époque, d'ailleurs je ne sais pas si vous vous souvenez, je vous l'avais présenté dans une vidéo unboxing du pack Plume Blanche qui sortent tous les ans si vous voulez acheter toutes les sorties anticipées de l'année qui va suivre. C'était le fait que, et je trouvais ça hyper original, on suive une anti-héroïne. Vraiment, pour le coup, il n'y a pas de doute là-dessus, c'est une anti-héroïne. Et aussi le fait qu'on ait un personnage principal issu de la diversité. Tout ça avec le contexte de vengeance, de magie qui a été recherchée, persécutée. C'est typiquement ce qui pouvait m'intéresser. Et vraiment, le fait qu'on appuie sur le point de Vaël est prête à tout, elle veut se venger. Ah, j'étais très hypée. Bon, j'avais pas prévu de le lire tout de suite. Je m'étais dit, moi je pense que je vais aimer. Ensuite, je l'ai proposé au book club. Il a pas gagné. L'une d'entre nous l'a lu et a annoncé qu'elle avait complètement DNF. Ça m'a donc intriguée et comme il était disponible dans l'abonnement Audible, je me suis dit comme ça quand je suis occupée, je vais pouvoir continuer à avancer dans ma lecture en l'écoutant en audio et même parfois je fais les deux, ça m'aide. C'est un an pour moi, j'ai pas du tout apprécié cette lecture. Alors, je trouve qu'il y a eu vraiment du travail qui a été fait par rapport à tout ce qui est côté du bureau, mais en fait, je m'attendais pas à ça. Je m'attendais pas à ce qu'on ait une protagoniste qui soit aussi jeune. Je crois qu'elle est même pas majeure au début de l'histoire, si je dis pas de bêtises, faudrait que je revérifie. Je sais plus exactement, mais je m'étais dit que je m'attendais peut-être à ce que le point qui est à l'origine de notre histoire, donc la mort de son frère, soit au niveau du prologue, donc à la limite, oui, elle aurait pu être jeune, mais qu'elle ait mûri sa vengeance dans sa tête et que ensuite on l'ait vue en étant plutôt adulte, faire toutes ces choses qui relèvent pour moi de l'ignominie moralement. C'est pas forcément un point négatif parce que je vous ai déjà parlé de La Guilde des Ombres que j'ai adoré, d'ailleurs j'ai toujours pas lu la suite. C'est de la dark fantasy, forcément nos mœurs ne s'appliquent pas à cette histoire et nos personnages vont commettre des actes qui sont vraiment très moralement répréhensibles, mais on arrive à y trouver une attache. Ici, je n'ai pas réussi une seule seconde à m'attacher à Vaël, c'est-à-dire que je n'ai pas du tout aimé son personnage, et même pour la vengeance, j'ai trouvé que c'était pas aux bonnes personnes, et pour les bonnes raisons, qu'elle faisait certaines choses. Le parti pris est intéressant, c'est quelque chose d'oser aller jusque-là dans les décisions de l'anti-héroïne, à côté de l'histoire des voix, qui est pour moi le plus intéressant. En fait, le principe, c'est que les personnes qui en sont dotées vont être capables de donner des ordres à leurs interlocuteurs. Leur parler, ce qu'ils vont dire, va engendrer des actions en fonction de ce qu'ils vont ordonner. Très souvent, ce sont de mauvaises choses. Et ce fameux bureau est là pour contrôler cet usage et ceux qui en abusent, puisque forcément quand vous avez un tel pouvoir, vous pouvez commencer à faire n'importe quoi, dont des choses très malveillantes. Psychologiquement c'est intéressant, mais quand on avance dans cette histoire, on découvre des choses, on comprend des choses qui font qu'on ne comprend plus Vaël. Même si je pense que c'était l'objectif de Sacha Morage, je pense que c'était son objectif. Personnellement, j'ai eu des difficultés à le lire et je ne le relirai pas. Paradoxalement, j'ai pas essayé de comprendre ceux qui l'ont aimé, mais vraiment moi, le côté si jeune et si manipulateur et vraiment sans remords, sans regard en arrière de notre personnage principal, m'a mis très mal à l'aise, donc voilà. Je sais pas si j'ai réussi à vraiment exprimer mes sentiments vis-à-vis de cette lecture. Si vous l'avez lu, je suis hyper curieuse de savoir ce que vous en avez pensé. Ensuite, j'ai eu un autre absolu coup de cœur. Le Chant de la Reine Corbeau, écrit par Isabelle Lozac, publié chez les éditions Bookmark, le tome 1 de la Guerre des Ombres. Une pépite auquel je ne m'attendais pas du tout, en plus d'être magnifique. Je vous l'avais déjà présenté dans un book haul, il me semble. Je l'ai enfin lu, du coup. Il est juste génial. J'ai tout aimé. J'ai adoré les personnages. J'ai adoré l'univers. J'ai adoré les conflits auxquels ils ont été confrontés, les décisions qu'a pris l'autrice. J'ai trouvé que c'était hyper juste. Je vais vous faire un petit résumé. Nous suivons Vassilia, même si nous avons deux points de vue. Vassilia fait partie de la famille Sarciel qui
gouverne le royaume. Sauf que notre histoire débute au moment où quasiment la totalité de la famille Sarciel se fait décimer. Le problème, c'est que Vassilia est la seule survivante et elle n'était pas celle qui était destinée à être l'héritière du trône. Afin de pouvoir maintenir sa position ainsi que venger sa famille, elle va devoir s'allier et pour ça elle jette son dévolu sur Adrien Sandrecoeur qui est lui le fils de l'une des familles ennemies à la sienne. Pourquoi Adrien Sandrecoeur? Ça lui semble être le meilleur prétendant à être son mari puisque c'est un mariage politique arrangé. Il lui semble être le plus inoffensif dans tous ces assoiffés de pouvoir et qui ont très clairement envie de la manipuler étant donné que c'est la dernière survivante. Adrien déteste Vassilia, mais étant donné que la cour des mérites est emplie de secrets et de dangers, ils vont être amenés à être obligés de collaborer, à devenir alliés. Il me semble que c'est une romantaisie, si je dis pas de bêtises. Je fais pas trop attention, moi, à tout ce qui est annoncé comme étant romantaisie ou non. Même si on a l'aspect romance, à côté de ça, on a l'aspect politique, investigation, parce qu'en fait, on arrive dans un royaume où il y a eu une menace passée qui semble commencer à revenir, et justement, ils vont devoir rechercher des solutions à des problèmes qui étaient totalement inattendus, découvrir certaines machinations, certains secrets, de potentielles trahisons, et j'ai adoré, mais j'ai adoré vraiment même la construction de leur relation, certains personnages plus secondaires, les rebondissements sont bien amenés, et la fin m'a donné envie de directement enchaîner. J'ai été le lendemain acheter la suite en librairie. C'est pour vous dire à quel point j'ai accroché. Et même les difficultés qui se greffent à leur relation vis-à-vis en fait des conflits qui existent entre leurs familles. Puisque on a la famille de Sarciel, la famille de Sandrecoeur. Il y a des dissensions, mais il y a d'autres familles autour. Même les noms, je les trouve trop stylés. C'est une autrice francophone. Ce mélange de tensions sur plein d'aspects, vraiment c'est un régal. Un régal que je vous recommande sans aucune hésitation, incroyable. Les légendes qui ont été créées, l'univers, les descriptions. Ensuite, j'ai lu Yellowface, écrit par R.F. Kuang, et ici, on n'est pas sur de la fantasy, on est sur un thriller que j'ai adoré. Nous suivons June Hayward, qui est amie avec Athena Liu. Elles se sont rencontrées lors de leurs études de lettres. L'une est une super autrice qui rencontre un énorme succès et quant à elle, June n'arrive pas à publier. Sauf que notre histoire commence avec June qui assiste à la mort d'Athéna et qu'est-ce qu'elle se dit à ce moment-là? Quoi de mieux que lui voler son dernier manuscrit qu'elle venait de lui présenter et qui avait l'air d'annoncer encore un futur succès. Ce dernier traite des contributions méconnues du corps des travailleurs chinois lors de la Première Guerre mondiale et donc pour publier, le mieux c'est de commencer à se faire appeler Juniper Song, puisqu'elle va envoyer ce récit à son agent en faisant comme si c'était son propre travail et commencer à jouer sur l'ambiguïté de son ethnicité. Au fur et à mesure de ce récit, on a une pression qui s'installe sur notre autrice, des questionnements éthiques, de conscience, jusqu'où elle sera prête à aller pour protéger son secret et continuer à savourer ce succès volé. J'ai trouvé que cette histoire se lisait hyper facilement, c'était hyper prenant, c'était hyper intéressant, on voit un petit peu les coulisses du monde de l'édition américain, mais ce qui est encore plus intéressant, c'est de rentrer dans la psyché, et c'est là où j'ai préféré, ça n'a rien à voir, hein, mais l'anti-héroïsme de June plutôt que celui de Vael, c'est qu'on rentre dans la psyché d'un personnage qui est tellement égoïste qu'elle se conforte dans des choix douteux en ayant des propos lunaires. Madame se victimise, part du principe qu'elle a jamais pu rencontrer succès parce qu'elle est blanche et que c'est injuste. Enfin, c'est... What the fuck? Vraiment, l'histoire est what the fuck. Et comme le dit la citation derrière, c'est une histoire magistrale racontée par la mauvaise personne. Ça résume totalement June. Et elle est prête à aller dans des scénarios, c'est-à-dire que, afin d'assurer la conservation de son secret, elle va anticiper. C'est là quoi, sa façon de réfléchir, elle va aller anticiper des choses qui vont pouvoir être pensées ou dites à propos d'elle et donc faire des actions pour les empêcher. Enfin, c'est un truc de fou. Vraiment, j'ai trouvé que c'était génial. Je suis juste restée sur ma faim. J'ai pas trop aimé le choix qui a été fait pour clôturer l'histoire. Enfin ouais, il y a des moments où j'avais la bouche grande ouverte tellement je me disais mais c'est quoi ce culot? C'est un 4 sur 5 pour moi. Ensuite, j'ai lu La couleur de nos étés, qui est écrit par Audrey Mafuta Bansimba et qui est publié chez Scribnéo. Et de quoi il est question avec La couleur de nos étés? C'est un livre jeunesse, peut-être plus young adulte, mais il me semble que c'est jeunesse Scribnéo, qui montre quel a été le traitement des personnes afrodescendantes lors de l'Allemagne nazie. Et j'ai complètement adoré cette lecture, c'était poignant.
J'ai tellement pleuré, mais en même temps, je m'accorde une histoire de ce type par an parce que je suis trop sensible et trop trigger par ce type de récit, que ce soit en film comme en livre, hein. C'est important, d'autant plus dans notre climat politique actuel que je trouve inquiétant, sombre. Et je pense que c'est pour ça que ce livre m'a d'autant plus impactée, c'est que ça m'a donné l'impression que l'histoire était en train de se répéter. C'est important de continuer à véhiculer ce type de récit. Ici, on suit Krista. On voit l'enfance de Krista et de son frère jumeau, Émile, mais pas que. On va voir ce courant nazi s'instiller petit à petit dans les esprits de la société dans laquelle évoluent Krista et Émile et dans leur vie par ricochet. Et en fait, c'est vrai que ça fait tellement écho à des propos qu'on entend dans la bouche de plein de monde et qui sont relayés. Ça fait vraiment peur de voir tout ça, mais c'est important. C'est important de prendre conscience qu'il faut qu'on réagisse. On est témoin à travers de cette lecture de personnes qui disaient non mais c'est bon, même s'ils venaient à gagner, on est allemands, ils vont pas avoir la possibilité de faire quoi que ce soit contre nous, on est nés ici, on a le droit d'être ici. Et en fait, on assiste à des événements en 2026 qui ont déjà eu lieu, des rafles, des situations qu'on n'aurait même pas cru possibles, ne serait-ce que 5 ou 10 ans en arrière. Enfin, je pense que c'est pour ça que ce livre a particulièrement résonné en moi. Et cette histoire, elle traite pas que de la famille, elle traite de l'amour en général, je dirais. Puisqu'il y a aussi l'amitié, l'amour dans le sens romantique. Il s'y passe des choses horribles, mais je trouve que le nom, La couleur de nos étés, est juste parfait. Ça a été comme lire une palette. Une palette qui s'est étendue de l'enfance à l'âge adulte. Qu'est-ce qu'il est advenu des personnages qui nous ont été présentés dans un premier temps au moment de la fin de la guerre, qui étaient encore là? Qu'est-ce qu'il en est de l'état de certaines relations suite à certaines prises de parti et ouais, c'était vraiment très touchant. Surtout que nos jumeaux ont des personnalités diamétralement opposées, puisque Krista, elle est très réservée, elle est un peu dans son coin, Émile, il se fait des amis très facilement, même si un jour, Krista rencontre Peter qui s'intègre très vite à leur bande, et c'est justement avec Peter que tout commence. Le jour où il se fait renvoyer de l'école parce qu'il est noir. Krista et Émile étant métis, afro-descendants, leur famille est également en danger. Donc vraiment, je vous recommande à 100%. Ensuite, on continue avec Assistant to the Villain, qui avait aussi pour but d'être dans une vidéo les livres populaires du BookTok. Ça me saoule. Donc c'est écrit par Anna Nicole Maurer et c'est publié chez Calix. J'ai adoré cette lecture. Donc on y suit le personnage d'Evie. Et Evie, elle est un petit peu perchée. C'est ce que j'ai adoré. J'ai vraiment énormément ri avec cette histoire. Elle se retrouve mêlée à une mésaventure avec le vilain, sauf qu'à cette occasion, elle a une proposition d'embauche, être son assistante. Et j'ai adoré en fait le parallèle entre le petit côté cosy, mignon, Evie qui est toute perchée, toute dans son délire, au côté parfois avec des descriptions crues, d'éléments un peu gore, mais c'est normal. Il n'y a rien de bizarre, c'est pas choquant. Enfin, Evie est un peu choquée, mais bah, il est vilain quoi, donc le vilain fait des choses de vilain, et j'ai adoré leur relation. J'ai trouvé leur dynamique très marrante. J'ai pas non plus envie de vous dire quoi que ce soit, mais par contre, ce que je peux vous dire, c'est que quelqu'un a envie de nuire au vilain et que, en tant qu'assistante, bien sûr, elle va enquêter là-dessus. J'ai adoré suivre l'enquête, j'ai adoré les personnages, même les personnages secondaires. C'est fluide, simple à lire, pareil, immersif. J'ai appris après que en fait, c'est né de... l'autrice avait un compte TikTok et elle inventait des petites histoires comme ça dans ses vidéos. Elle en a fait un livre. J'ai trouvé l'anecdote géniale. Je crois que ça va même être potentiellement adapté dans le futur. J'avais vu qu'énormément de personnes l'avaient adoré. Je savais pas quoi en penser et j'adhère. J'adhère également beaucoup. Ensuite, j'avais lu un service de presse qui m'avait été offert par un auteur auto-édité, Mathieu Lemaître. C'est donc Résilience, qui est un tome 1. Je sais plus combien de tomes il devait y avoir, mais ici on est aussi sur une dystopie post-apocalyptique. J'avais beaucoup aimé cette lecture. Beaucoup de points de vue qui s'enchaînent hyper intelligemment, c'est-à-dire que il va y avoir une action, un plot twist, et en fait on va passer à un autre personnage en se demandant mais qu'est-ce qui se passe de ce côté-là. On y suit donc Jay qui survit avec sa famille et 2 de ses amis. Et c'est d'autant plus stressant dans notre contexte actuel avec toutes les canicules, mais en fait les chaleurs sont devenues étouffantes. Il y a de la famine, des tempêtes de sable et la terre n'abrite plus que des vestiges de civilisation. Notre histoire débute sur leur village attaqué par un groupe armé. Et donc la famille de Jay est contrainte de fuir vers le grand désert. Sauf que ce dernier est réputé comme infranchissable. Normalement, c'est la mort assurée. Leur seul espoir, c'est de réussir à rejoindre un hypothétique refuge qui protège ceux qui ont survécu à la chute. Mais tout ça, ça vous est expliqué.
dans le livre. Et en fait, au travers de cette épopée, on va découvrir plein de choses. Ils vont plonger dans un conflit qui va totalement les dépasser. Franchement, je recommande. C'est une histoire que j'ai beaucoup appréciée, très intrigante, très entraînante. Voilà. Ensuite, j'ai lu des livres que je ne possède pas physiquement, soit parce que je les ai vendus, soit parce que je suis l'heureuse détentrice d'une liseuse. C'est la Kindle Colorsoft. Regardez mes petits stickers. Ils sont comme ça. Et donc, ça fait que pour certains livres, je préfère ne pas les acheter en papier parce que je sais que de base, c'est pas mon genre de prédilection. J'aime pas forcément les couvertures. Enfin bref. Voilà quoi. On va commencer avec L'intruse, écrit par Freda McFadden, un thriller. Mon premier de l'autrice. J'ai pas lu La femme de ménage puisque on m'a spoilé le 1. Du coup, en attendant que j'oublie, c'est-à-dire dans 10 ans. Non, je crois pas. Je crois pas parce que c'est un élément qui est tellement qui va de soi quand tu le sais, donc je crois que j'oublierai pas. Bref, je ne sais pas si je lirai le 1 un jour, je vous mets la couverture ici. Et c'est une lecture que j'ai vraiment appréciée. L'intrus, ça a été une lecture commune que j'ai faite avec le book club. C'était en 2 parties en quelque sorte, puisque on a les parties du présent et on a les parties du passé. Et je crois que c'est avant et après, ou avant et pendant, bref, je sais plus. Mais en tout cas, il y a le présent et le passé. On y suit Kazé qui, suite à des raisons qui nous sont inconnues au début de l'histoire, et pendant un très long moment d'ailleurs, vit dans une maison totalement isolée au milieu de la forêt. Sauf que cette nuit-là, une tempête s'abat sur son chalet. Et depuis sa fenêtre, elle se rend compte que quelqu'un l'observe. Je ne vous dis pas qui, c'est indiqué dans le résumé, mais je trouve ça plus intéressant de ne pas le savoir. Donc, cette fameuse personne, lorsqu'elle la découvre, dans de certaines conditions, elle va se retrouver à décider de l'abriter. Sauf que cette dernière n'est pas avare d'explications, elle va donc se retrouver à être confrontée à bon nombre d'incohérences et à se sentir de plus en plus en insécurité. Sauf qu'il est trop tard, car cette personne cache un secret. Et si Kazé se montre trop curieuse, elle pourrait bien ne pas passer la nuit. Donc c'était mon premier Freda McFadden. J'ai vraiment apprécié. Je trouve que c'est hyper fluide, ça se lit sans réfléchir. Puis les fins de chapitre sont vraiment très accrocheuses. On a envie de savoir ce qui se passe après. Et ce que j'ai trouvé plutôt bien et surprenant avec moi, c'est que j'ai beaucoup apprécié les parties du passé. En principe, ça me saoule quand on remonte le temps, et là, c'était hyper intéressant. Et bon, d'après ce que j'ai compris, c'est typique de tout ce qu'a déjà écrit Freda McFadden. C'est pas une grosse surprise apparemment si on est habitué à l'autrice. Mais si on n'en a pas lu plus que ça, franchement, ça fonctionne très bien cette histoire. J'ai pas non plus trop envie de vous en dire parce que le but c'est que vous découvriez. Mais étant donné que ça fonctionne beaucoup sur la surprise et sur le mystère, je préfère ne pas vous donner d'éléments plus identifiables que ça. Mais c'est très entraînant. Ensuite, et je ne le possède plus puisque je l'ai vendu, j'ai lu Divine Darkness d'Anatrice. Le tome 1, une offrande de chair et de feu. Alors, je pensais que j'allais beaucoup apprécier parce que j'ai aimé beaucoup de livres écrits par Anatrice, mais j'ai pas du tout aimé cette lecture. J'ai trouvé que c'était intéressant, l'idée de l'univers, puisqu'en fait, on y suit Danae, la princesse rebelle du royaume souterrain humain, réservé aux humains hérétiques, qui se trouve sous les florissantes contrées des Phaedras, qui sont des divinités aussi vénérées que redoutées. On peut y retrouver Sun, dieu de la lumière, qui contre toute attente décide de se marier à Danae, et de l'autre côté, Night, qui décide de contrecarrer le plan de son frère, puisque lui c'est le dieu des ténèbres, en enlevant Danae. Pour pouvoir préserver son peuple, les humains, elle décide de faire un marché avec Night en se faisant passer pour sa maîtresse. J'ai pas accroché à cette histoire, mais c'est annoncé, c'est dit, au cœur du royaume obscur qui respire le mystère et le vice, auprès d'un Phaedra cruel dont les ténèbres divines la fascinent à son insu, Danae devra affûter son instinct de survie, son courage, ainsi que toutes les armes à sa portée. Donc, c'est dit qu'il y a du vice, tout ça. En fait, j'ai trouvé, et je ne sais pas si c'est parce que mes goûts sont en train de changer, qu'il y avait trop de smut à mon goût, que c'était trop tourné vers la chose, que les personnages en général étaient trop obsédés. Et c'est pour ça que j'ai pas accroché. Je pense que j'aurais bien aimé qu'on ait un petit peu plus d'aspect politique en soi, de guéguerre entre tout ce qui est ceux qui appartiennent à la lumière comme Sun et ceux qui appartiennent aux ténèbres comme Night. Là pour moi c'était trop concentré sur l'aspect attirant charnel entre Danae et Night qui va au-delà de leur jeu d'acteur. Moi j'étais pas dedans, je pense que j'aurais apprécié qu'il y ait plus de politique, plus de tension qui n'était pas sexuelle. Stratégie, machination,
il n'y avait pas assez de ça à mon goût et j'ai trouvé que c'était un petit peu long, même si beaucoup d'éléments intéressants parce qu'on a plein de types de créatures différentes en fonction des royaumes. Je crois qu'on dit royaume, hein, mais par exemple, du côté des ténèbres, il y a l'équivalent des vampires, des loups-garous, des elfes de nuit, alors que de la lumière, c'est des elfes sûrement du jour. L'inverse, des sirènes. Je crois que c'était ça, hein, si je dis pas de bêtises. Et ça, j'ai trouvé que c'était intéressant, mais pas assez développé. Donc j'ai pas trop accroché, je ne lirai pas la suite du coup. Ensuite j'ai lu Les Ombres de nos âmes, le tome 1, Le Premier Sorcier, écrit par Jess Saylor, et là on est plus sur de l'urban fantasy, je sais pas si c'est voulu hein, mais ça me faisait penser à Crescent City. J'ai plus le livre, hein, j'ai pas apprécié. Il me semble qu'ici on avait plusieurs points de vue, et ce que j'avais trouvé super intéressant, et pour le coup je salue l'originalité, ce point là n'était peut-être pas assez développé d'ailleurs, mais on avait tout un système autour des signes astrologiques, ça me faisait penser à Zodiac Academy que je n'ai pas commencé, j'ai vu des avis qui étaient assez mitigés mais je suis intriguée. On y suit Astoria qui a son amie qui est déjà tout tracé, son mariage déjà arrangé, et bien sûr c'est avec un homme qu'elle n'aime pas. Elle est submergée par l'envie de reprendre le contrôle de sa vie et de libérer ses pouvoirs. Sauf qu'on est confronté à une société qui est totalement patriarcale. Et dans l'Empire de Midlands, c'est les hommes qui ont le contrôle. Les gouverneurs décident d'absolument tout. Les femmes voient donc leur contrôle sur leur magie être totalement restreint. Sauf qu'un jour, elle va être amenée à faire un pacte avec un homme, une ombre mystérieuse qui semble déterminée à l'idée de renverser les gouverneurs. Et Astoria va aveuglément lui faire confiance. Alors, en revenant sur le résumé, petit à petit, je me souviens au niveau de notre protagoniste masculin, dont on a parfois les points de vue, puisqu'il me semble qu'il y a le sien, celui d'Astoria, celui de sa sœur jumelle, enfin il y en a plusieurs. Lui m'a beaucoup fait penser à certains personnages de Sarah J. Maas. C'est pour ça que je vous dis que ça me fait notamment penser à Crescent City, mais aussi à un palais d'épines et de roses sur quelques aspects, donc ça m'étonnerait pas qu'il y ait certaines influences. Je trouve qu'il y a énormément de potentiel, mais j'ai pas réussi à totalement adhérer. Faites attention au trigger warning, hein. Je me souviens de certaines scènes particulièrement. À la limite, des derniers que je vous ai présentés là, que je n'ai plus parce que j'ai pas adhéré ou quoi, c'est celui qui aurait plus de chances d'attiser ma curiosité. Peut-être que je me suis pas assez attachée au personnage, ou peut-être que, oui, il y avait tout ce qui était ce côté-là qui s'annonçait hyper original avec les signes astrologiques. Le fait que ce soit pas assez utilisé à mon goût, ça m'avait fait un petit peu décrocher, mais peut-être que le 2 arriverait à totalement réaccaparer mon intérêt, donc si jamais vous l'avez lu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Peut-être que ça me fera totalement changer d'avis. Là, j'ai le tome 1 à côté de moi, mais j'ai lu le tome 2 de la duologie de Perles et de Corail écrit par Mara Rutherford, et j'ai mis beaucoup trop de temps à le lire, ça faisait peut-être 3 ans que j'avais lu le 1 quand j'ai lu le 2. Donc mes goûts ont évolué depuis, j'ai pu autant adhérer à l'histoire. C'est en quelque sorte un univers assez maritime. Il y a un côté magique sans que ce soit vraiment de la magie à proprement dit. C'est une histoire de ressources plus. Pour vous rappeler un petit peu, il est question d'un royaume avec les Varéniens qui sont un petit peu ostracisés, qui sont un peuple qui vit sur l'eau et qui sont contraints de survivre en trouvant des perles. Et ces perles sont une forme de ressources. Et dans ce fameux village, à chaque fois qu'il y a un nouveau futur roi, celui-ci se marie avec la plus jolie Varéniane. Et là, on va suivre une histoire de jumelles qui ont inversé leur rôle suite à un accident et en fait, arrivé sur le continent, on va découvrir que le roi cache plein de choses qui menacent justement l'existence des Varéniens, et notre protagoniste a pour but de sauver son peuple ainsi que sa famille par ricochet. Vu que je me doutais de quelle était la suite et que j'étais un peu déçue parce que je trouvais que c'était joué d'avance, enfin que c'était très prévisible, j'avais pris beaucoup de temps à lire la suite, mais je voulais quand même finir les séries que j'avais entamées. Là maintenant je suis prête à me séparer de la duologie du coup. Je pense que c'est très bien pour un public qui est plus jeune, pour des ados par exemple, mais moi j'ai vraiment pas accroché à ce tome 2, donc c'est une lecture moyenne, même si j'avais vraiment beaucoup apprécié le 1. Il n'y avait pas de grosses surprises, j'ai pas été enchantée par la fin, donc voilà, je le relirai pas. Ensuite, j'ai lu The Dagger and the Flame, qui est le tome 1 de la série La Ville de Fantasma, écrit par Catherine Doyle, et comme je possède la série Twin Crowns, que je n'ai pas encore lu, d'ailleurs puisque je la possède en anglais, je m'étais dit ah, il y a moyen que ce soit pas mal tout ça. C'était une lecture moyenne. Vraiment, je ne le lirai pas d'ailleurs, c'est pour ça que je ne l'ai plus. Je l'avais en papier, je l'avais en relié. Ce qui était hyper intéressant, c'était le pitch des guildes ennemis. D'un côté les capes, d'un autre côté les dagues, les voleurs et les assassins. Et en fait, le début de l'histoire, c'est Séraphine qui assiste au meurtre de sa mère et qui prend la fuite. Elle est contrainte de chercher refuge chez les capes, tout en préparant sa vengeance. Sauf qu'elle rencontre Ransom, qui lui est l'héritier de l'ordre des dagues,
qui a pour mission de tuer Séraphine. Et forcément, notre héroïne sort de l'ordinaire puisqu'elle utilise une magie flamboyante qu'il n'avait jamais vue jusque-là, donc il est très intrigué. Et une menace parallèle, l'apparition de monstres, apparaît. Et donc, les guides vont être contraintes de trouver un petit moment de répit, une petite entente pour pouvoir faire face à cette menace qui menace absolument tout le monde. Et en parallèle de ça, il y a une tension qui va se créer entre Séraphine et Ransom. Enfin, la romance, j'ai trouvé qu'elle venait de nulle part. Vraiment, elle venait de nulle part. J'ai pas été convaincue, je me suis pas plus que ça attachée à nos personnages. Je trouvais que ça avait beaucoup de potentiel. L'idée d'être du côté des bandits, puisque dans tous les cas, des deux côtés, ils sont moralement répréhensibles, même si l'un est plus questionnable que l'autre. Mais je me vois vraiment pas lire la suite. J'ai pas assez accroché, j'ai pas été assez intriguée par la fin. Je trouve que ça s'est pas assez démarqué des lectures dont j'ai l'habitude. Donc même si ça avait le potentiel, j'ai pas été hyper fan. Et je vais terminer cette vidéo avec un autre livre extrêmement populaire sur le BookTok. Umber Falls, écrit par Alicia Garnier, publié chez Nox, il me semble, oui c'est ça. Donc ici c'est une romance Small Town, qui avait été sélectionnée lors de l'un des book clubs. Et c'est pour ça que je l'ai lu. Sauf que j'ai pas du tout aimé parce qu'en fait en ce moment je suis vraiment pas romance contemporaine. Là j'ai pas du tout accroché, j'ai trouvé que c'était extrêmement long. Je vais vous faire un petit résumé. On est donc dans une small town, dans la ville d'Umber Falls, et on y suit July qui déteste Tate depuis qu'il a volé son rêve d'ouvrir une pâtisserie, il me semble, si je dis pas de bêtises, je vérifie. Et en plus, ce dernier a le toupet de constamment remporter le prix du concours de pâtisserie locale. Sauf que ce concours est l'occasion idéale pour sauver son salon de thé vu qu'elle rencontre quelques difficultés financières. Et son seul obstacle, c'est Tate. Ce qui est fou quand on pense au fait qu'ils étaient dans le passé inséparables. Donc je vous ai déjà spoilé, c'est une lecture que je n'ai pas appréciée. Je me suis ni attachée à July ni à Tate. C'est vrai qu'ils s'envoient des pics, mais j'ai pas trouvé que ça faisait très relation d'ennemis. Il y a double point de vue, mais j'ai trouvé que c'était beaucoup plus développé au niveau de July, ses pensées. Et en fait, ce livre a aussi des retours dans le passé. À chaque fois que c'était dans le passé, je décrochais totalement. J'ai trouvé qu'en fait, il fallait qu'il y ait au moins la moitié du livre qui soit lu pour que l'histoire commence vraiment. Ça m'a fait un peu décrocher, sachant que j'ai vraiment pas ressenti le côté, vous savez, quand vous lisez une romance, qu'il y a de la tension entre les personnages et que vous vous mettez à être complètement transporté dans cette relation. Ça n'a pas du tout été le cas, je suis restée très extérieure à l'histoire du début à la fin. Je pense que je suis pas plus que ça la cible de base, mais en plus là j'ai eu du mal à le lire, je l'ai vendu du coup depuis. Vraiment pas fan du tout, je ne lirai pas Willow Lake, et pourtant je trouve que ces livres sont trop beaux. Vraiment, les éditions, elles sont trop belles. Le maintien du livre est agréable, vraiment, il n'y a rien à redire là-dessus. Mais j'ai pas adhéré à l'histoire. Sur ce, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de tout ça, ce que vous avez lu de votre côté, que ça puisse m'inspirer dans mes prochaines lectures. Même si vous verrez prochainement, je vais vous montrer un petit peu où j'en suis dans toutes les lectures que j'ai commencées sans les terminer, qui sont en cours. Donc n'hésitez pas à me motiver à en sortir certains de ma palle. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On se dit à la prochaine. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche des notifications, à commenter, à liker, et nous, on se dit à la prochaine. Salut!